Bonjour tout le monde, Kevin ici, journaliste et cofondateur du Ticket. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce levé ou un petit oui, un petit bonjour si tout se passe bien? Trop bien. C'est beau cette petite nuée de cœur. Bienvenue donc dans cette deuxième émission du Grand Rattrapage, la semaine de talk à l'heure du déj pour prendre le pli de l'IA, pour prendre le train avec des cas d'usage très concrets. 5 talks, 5 cas d'usage. Hier, on a vu la veille. Aujourd'hui, on va voir le prototypage avec Lovable et Claude Code et Jules Boiteux. Je laisse encore 1 ou 2 minutes aux gens arriver et après, on va tout de suite y aller. Donc, encore une fois, on est sur des formats d'initiation. Le grand rattrapage, c'est pour vous si vous vous dites, je ne sais pas par où commencer avec l'IA, je ne suis pas assez technique, j'ai pas le temps de m'y mettre, etc. Donc on a vraiment conçu ces formats d'initiation, on vous prend par la main pour vous mettre le pied à l'étrier. C'est vraiment ça la phrase à retenir. Euh, on est déjà ouais, plus de 100 inscrits, donc c'est top. Bienvenue à vous tous et toutes. Je pense qu'on peut y aller. Les gens nous rejoindront au fil de l'eau. Donc je me présente pour celles ceux qui viennent d'arriver. Moi, c'est Kevin, le cofondateur et journaliste au Ticket. Le Ticket, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un média, le média des équipes produits qui construisent la tech européenne. Et on a une petite offre pour vous, les participants et participantes au grand rattrapage. C'est un mois d'abonnement offert au ticket premium. Le ticket premium, c'est la version premium du ticket où on peut avoir accès à 100% des articles sans les paywalls, un canal WhatsApp et plein d'autres avantages. Un mois offert, vous avez le code dans le chat. Si vous nous dites qui contacter dans votre orga pour débloquer les abonnements, le ticket à l'échelle de votre organisation. Et je vais tout de suite passer la parole à Eric. Eric, il travaille chez Convertéo et Convertéo, c'est le grand partenaire du grand rattrapage. Merci encore Eric, merci encore Convertéo. Je te laisse la parole Eric. Merci Kevin, bonjour à tous. Ravi pour cette deuxième journée du grand rattrapage. Donc, belle collab avec le ticket. Convertéo, pour faire très rapide, donc c'est un cabinet de conseil. On travaille essentiellement sur des produits data et des produits IA, et notamment des produits IA à l'échelle chez nos clients. Donc on a une grande équipe côté product de product manager, product designer et notamment aussi des product builders qui interviennent directement chez nos clients et notamment sur les sujets agentiques. Et on a lancé il y a quelques mois une communauté qui s'appelle la Fabrique du produit. On se réunit à peu près tous les mois, notamment dans nos bureaux. On fait venir pas mal de monde, on fait pas mal de partages, d'expériences, des retours de bonnes pratiques. On présente, chacun va pouvoir présenter des produits sur lesquels il a travaillé. C'est pas du tout en mode descendant, c'est vraiment un esprit très communauté. On organise aussi d'autres events, notamment avec le ticket en parallèle par rapport à la Fabrique du produit. Donc là, il y a un petit QR code. N'hésitez pas à le scanner, le flasher. Vous pouvez vous connecter derrière, rejoindre la communauté. On vous ferait partie de la mailing list. On vous invitera aux différents events qu'on va faire, notamment à partir de la rentrée. Et je vais pas parler plus longtemps que ça. Je vais laisser la main directement à Jules pour vous présenter cette deuxième journée du grand rattrapage. Ouais, je vais juste reprendre la parole rapidement Eric. Ouais, vas-y Kevin. Voilà, Jules. Juste pour dire deux choses. La première, c'est qu'en tant que participant au Grand Rattrapage, eh bien, vous allez recevoir à partir de septembre une nouvelle newsletter justement qui est dédiée au Product Builder pour prolonger ce grand rattrapage avec encore plus de cas d'usage pour vous augmenter avec l'IA. Et la deuxième info que je voulais vous passer, là, il y a une petite slide qui va apparaître pour les replays. C'est une question qu'on nous a beaucoup posée hier. Est-ce qu'il y aura des replays? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura tout de suite des replays? La réponse est non. Vous les aurez au courant du mois de juillet. Donc pas tout de suite après l'émission, mais on va laisser le temps de les préparer. Et surtout, c'est aussi pour que tout le monde suive les émissions. Donc en tout cas, voilà, il y aura des replays, oui. Et il y aura même des résumés dans le ticket premium, des résumés des émissions après coup. Une... Donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va partir directement dans l'émission. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est apprendre à prototyper une nouvelle fonctionnalité grâce à Cloud Code et Lovable en autonomie, sans product designer, afin de la tester auprès de tes utilisateurs et tes parties prenantes. Voilà la promesse du jour. Et pour y arriver, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que vous aurez la chance d'être accompagné par Fred Bardol, qui est Head of Product AI chez Scaleway.
et qui est Monsieur IA au ticket. Merci Fred et bienvenue, c'est avec lui qui va animer l'émission. Merci. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que le speaker sera Jules Boiteux, qui est, alors toi Jules, tu es un ancien product manager de chez Livestorm et TrustPair. Tu as fondé il y a maintenant un an Vibe Coding Academy, qui, comme son nom l'indique, est une plateforme de e-learning pour les profils produits qui veulent s'augmenter avec l'IA. Et tu fais également des formations sur AI Discipline ou sur la plateforme Maven, on en reparlera tout à l'heure. Messieurs, je vous laisse, bonne émission à vous et je reviens tout à l'heure pour finir et conclure l'émission. À plus! Merci Kevin pour l'intro. Jules, bienvenue. Je suis super content de t'avoir pour cette deuxième journée du grand rattrapage. Donc aujourd'hui, comme on a dit, on va parler des premiers prototypes avec Claude Code et Lovable. Et sans attendre, je te laisse commencer à montrer tes slides pour qu'on voit un petit peu ce dont on va parler et le use case qu'on va traiter. Parfait. Merci beaucoup Fred. Merci beaucoup Ticket, Tanguy, Kevin pour l'invitation et merci à Eric de chez Convertéo. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai une petite présentation qui nous servira de fil rouge pour cette présentation, cette démonstration. Je vais juste un petit peu organiser mes écrans. Voilà, c'est parfait. Écoutez, je suis très content d'être là. Comme euh, Kevin l'a présenté, on va parler aujourd'hui d'un cas d'usage Cloud Code plus Lovable, et plus spécifiquement comment on va pouvoir valider des hypothèses avec ce setup et cette stack d'outils. Moi, je suis vraiment content de présenter ce cas d'usage-là parce que c'est vraiment un des cas d'usage qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à me former à l'IA, commencer à jouer avec l'IA, à faire du vibe coding, quoi. Et quand je me suis remémoré mes expériences en fait en tant que PM, où en gros, sûrement comme vous, on a beaucoup d'idées dans le backlog, on a beaucoup de feature requests de users, mais en fait, on n'a jamais les ressources, on n'a jamais le temps pour pouvoir au moins investiguer si ces fonctionnalités-là pourraient avoir du sens, quoi. Et l'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est que je puisse vous présenter une idée de workflow que vous pourriez mettre en place avec l'IA et avec ces outils-là pour pouvoir réaliser ce genre de cas d'usage-là. Donc, j'espère que ça vous parlera. Alors c'est quoi alors Escalibro? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que Ouais. ça fait? Donc du coup là concrètement, on va se mettre dans la peau d'un product manager chez Excalibro. Donc alors Excalibro pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concurrent de Miro, de FigJam, de Lucidchart pour ceux qui connaissent. Donc c'est un outil de whiteboard collaboratif. Donc typiquement, en gros, en quoi ça consiste, hein, lorsque vous êtes sur un diagramme Excalibro, vous pouvez ajouter des formes et en fait les agencer de la même manière que vous pouvez les faire dans n'importe quel outil de ce type-là. La particularité de cet outil par rapport aux autres, c'est que il est open source et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite ça a du sens dans le cadre de cette démonstration bien spécifique. Yes. Donc du coup, je suis PM chez Exahydro. Je vais pas vous apprendre votre métier, mais mon rôle, pour rappel, c'est de développer le produit dans le sens de la stratégie business qui est définie par l'équipe dirigeante. Un des critères hyper importants chez nous, chez Excalibro, tout comme chez vous, c'est bien sûr les requêtes des utilisateurs qui, au fur et à mesure de leurs usages, viennent remonter des idées de fonctionnalités. Et là, je suis dans mon Slack, de mon équipe, j'ai une feature qui a été remontée. Donc en fait, j'ai un channel bien spécifique qui remonte toutes les feature requests qui viennent des utilisateurs. Et il y en a une plus spécifiquement qui remonte, qui, comme vous pouvez le voir, bon là c'est en anglais, qui dit Please add a table template so can be easily added to drawings. Donc là, vous voyez que c'est un peu touffu et c'est pas forcément très clair. Donc là, on va investiguer un petit peu plus ce que ça veut dire, mais il y a beaucoup de réactions à ce message-là. J'ai Marie qui me dit d'investiguer. Il semblerait qu'il s'agisse d'une feature à la FigJam il semblerait que ça soit quelque chose qui manque à l'heure actuelle. Donc pour ceux qui connaissent FigJam, je vais vous montrer concrètement en quoi consiste cette fonctionnalité. Enfin pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, pardon. Et typiquement, c'est une fonctionnalité qui, comme vous pouvez le voir ici, vous permet de rajouter un tableau, pardon, sur le Canva. D'accord? Et en fait, ce qui se passe concrètement, ce que nos utilisateurs ici nous ont remonté, c'est que concrètement, cette feature, ça manque quoi, dans Excel Hydro. Elle n'est pas disponible depuis le control panel. Donc du coup, moi, ce que je me dis, c'est que
J'ai pas de ressources en design notamment là en ce moment. Donc bah en fait voilà, il va falloir que je me retrousse les manches et que je teste en fait pour voir si vraiment en pratique rajouter une telle fonctionnalité pourrait avoir du sens et surtout bah, itérer dessus avec un utilisateur pour savoir si voilà, encore une fois du point de vue aussi user flow ça a du sens. Donc, j'en profite d'ailleurs pour faire un tout petit point. Là, comme vous pouvez le voir, cette notification, elle vient de ce qu'ils appellent une issue. Donc, en fait, concrètement, des outils open source sont par définition utilisés par tout un tas d'utilisateurs. Enfin, en fait, vous comme moi, vous pouvez en fait créer des nouvelles fonctionnalités sur des outils comme Excalibro. Et vous avez aussi la possibilité, du coup, de remonter des requêtes utilisateurs. Et ces requêtes utilisateurs, bah, elles sont accessibles directement sur ce lien ici. Et donc du coup, là, vous pouvez voir qu'il y a un tableau avec tout un tas de fonctionnalités. Et normalement, c'est la 48-47, si je me souviens bien. Et ben en fait, on va retrouver le contexte de cette feature request qui a été remontée avec tout un tas de messages plus ou moins techniques. Mais en tout cas, on a beaucoup de gens visiblement qui réagissent à ce message. Tout le Euh, monde en 2022 était chaud pour avoir une feature tableau, en tout cas, c'est clair. Clairement. Et donc, voilà, donc, voici le problème que je me suis fixé. Par contre, j'ai quand même pas mal d'outils à ma disposition. Les outils que j'ai à ma disposition en tant que PM chez Excelidro sont les suivants. Donc, j'ai Claude Code, qui en fait va être, pardon, excusez-moi, mon assistant IA, en fait. Donc, concrètement, contrairement à ce que son nom indique, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Claude Code, ça va vraiment être l'outil qui va me servir un peu d'operating system autour duquel je vais réaliser toutes mes tâches de la Mm. discovery vraiment à la delivery. J'ai Lovable à ma disposition. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez Lovable. C'est un outil voilà, qui est très populaire pour générer des prototypes, générer des apps. Et vous allez voir que c'est un très fort intérêt pour pouvoir justement partager très rapidement l'URL en fait d'un prototype sur lequel on veut itérer. Et en plus de ça, je bénéficie par mon équipe technique d'un environnement en local où la base de code d'Excalibro tourne et est accessible. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ben, je vais vous montrer. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que on a dans un dépôt GitHub, donc c'est sûrement le cas pour la plupart des applications sur lesquelles vous travaillez, on a du coup le code de Excalibro, code d'Excalibro. Hop. Ce code-là, bah, il est disponible. Oula, pardon. Ce code-là, il est disponible du coup sur GitHub, comme on l'a dit, et il est disponible du coup dans le cloud. Donc typiquement, c'est vraiment ce qui va servir de référence pour l'application qu'on va utiliser là, enfin qu'on est en train en fait d'utiliser là à l'heure actuelle. Et les développeurs, quand ils vont bah, développer des fonctionnalités, c'est le même fonctionnement que chez vous, et ben en fait ils vont importer sur leur machine le code, du coup, donc la dernière version du code, qui sera vraiment exactement la même version que ce code-là. Sauf que du coup, ce code-là, il sera disponible sur l'environnement local, donc du coup sur l'ordinateur, sur ma machine. Mm. Donc là, il est disponible sur ma machine, donc, mon ordinateur, d'accord? Et à partir de là, bah, du coup, le développeur, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, il va développer des fonctionnalités sur son environnement local, puis ensuite le repousser, comme on dit push, dans le cloud, de manière à ce que l'application là qu'on est en train d'utiliser dans le cloud, elle puisse refléter les changements qui ont été effectués. Et ce qui est Typiquement. génial, du coup, c'est que tu peux modifier sur ton ordinateur sans que ça pète quoi que ce soit sur le site. Tu peux vraiment faire tout en local et après, une fois que tu es sûr de toi, tu peux repousser vers le cloud, quoi. Exactement, donc c'est complètement l'intérêt. Pour vous donner un exemple, quand j'étais product manager chez Lifetime, nous on le faisait déjà, et c'était dans l'époque pré-IA, on le faisait déjà. Alors, je vous rassure, c'était pas pour développer des fonctionnalités, hein, on n'en était pas capable. Mais par contre, pour réaliser des petites tâches, typiquement, lorsqu'on avait une nouvelle fonctionnalité qui sortait, en fait, on devait gérer la copie. Donc, du coup, le texte utilisé dans le cadre de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, typiquement, on a un nouveau bouton. Ben, en fait, il faut trouver la bonne copie associée à ce bouton et surtout aussi la traduction, puisqu'en fait, on avait deux langues à l'époque, français et anglais. Et pour ce Mm. faire,
nous, en fait, on importait le code en local. Alors, en fait, on crée une branche, enfin, je rentre pas dans les détails, et on modifiait la traduction. Donc, en fait, c'était vraiment dans le code, même si c'était pas du code à proprement parler. Et ensuite, on poussait la modification. Donc ça, c'était dans l'ère pré-IA, sauf que maintenant, dans l'ère post-IA, on a des outils comme Claude Code euh, qui vont nous permettre d'aller en fait bien plus loin que des tâches de ce type-là et qui vont nous permettre en fait de réaliser tout un tas de tâches. Et en fait, un point qui est hyper important aussi à mentionner, c'est que en fait, je vois beaucoup de cristallisation autour de ah ok, les PM vont pouvoir maintenant développer des features, etc., etc. En fait, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, en tant que product manager, vous allez maintenant pouvoir interagir avec la base de code qui, pour la plupart d'entre vous, constitue la source de vérité de votre application. Voilà, moi, chez Lifetorm, la source de vérité pour 98% en fait de la boîte, c'est en fait la base du code. Et en fait, avec ce contexte-là, vous allez bien sûr pouvoir ajouter des fonctionnalités en tant que PM, mais le sujet, c'est plus de se dire, en fait, vous allez pouvoir créer des prototypes, vous allez pouvoir générer des specs, vous allez pouvoir créer des tickets directement avec tout le contexte de la base de code. Et c'est vraiment là le vrai changement de paradigme du PM de demain. Et je pense que ça, c'est un truc vraiment clé, Jules. Enfin, ce côté, tu peux enfin accès au code et tu peux aussi poser des questions pour comprendre, tu vois, ce qu'il y a dans la base de code et comment marchent les choses réellement, pas juste en théorie, mais comment elles sont vraiment implémentées. Ça, c'est vraiment un truc incroyable qu'on n'avait pas avant. C'est hyper puissant. Exactement, tu vois, on connaît tous les dissonances entre notre documentation produit et ce qui est effectivement disponible dans l'application. Ouais. Donc du coup, on a tous passé à côté de certaines fonctionnalités dont on ne connaissait même pas l'existence, même en tant que PM. Et donc du coup, le fait de pouvoir interroger la code base, c'est un énorme différenciateur. Et vous imaginez aussi le différenciateur pour les profils même hors équipe produit qui savent manipuler ce type d'outils-là et qui vont pouvoir, par exemple, côté marketing, interroger l'application pour en savoir plus sur euh, telle fonctionnalité pour laquelle on va faire, par exemple, un blog post sur le site. Ouais. Donc du coup, on va enchaîner. Alors, je vais faire une petite présentation sur Cloud Code. Donc Cloud Code, c'est l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui pour interagir avec cette fameuse base de code. Vous avez compris pourquoi. Donc il y a trois points que je voulais mentionner plus spécifiquement. Claude donc ne permet d'accéder qu'au modèle d'anthropique. Ce qui est déjà très bien puisque, comme vous le savez, ils font partie des meilleurs modèles en fait sur le marché. Claude Code, alors moi je voulais m'arrêter sur le terme code. C'est un outil qui est optimisé pour fonctionner depuis une base de code, d'accord? Donc depuis typiquement la base de code d'Excalibro. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un outil qui peut faire bien plus que simplement du code, générer de la doc, orchestrer des tâches depuis cet outil-là vers des outils tiers. On le verra avec Lovable. Et puis il y a la notion agentique qu'on verra pas du tout aujourd'hui mais qui est pour moi aussi le vrai différenciateur pour augmenter votre productivité. C'est-à-dire que toutes vos tâches répétitives, vous allez pouvoir les automatiser, les sous-traiter en fait à des agents qui vont être plus ou moins autonomes. Alors, pour ce faire, on va rentrer dans Cloud Code. Donc, Cloud Code est disponible via différents moyens. Moi, ce que je vais vous présenter exclusivement aujourd'hui, c'est Cloud Code Desktop. Donc, c'est l'application desktop de Cloud Code. On vous enverra les liens d'installation de ces outils-là. Mais c'est vraiment l'outil par lequel je vous conseille de commencer pour, en fait, commencer à apprendre à manipuler ce genre d'outils. Donc typiquement, voilà à quoi ressemble l'interface Cloud Desktop. Donc on va dire relativement épurée, on va dire. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour être sûr que vous puissiez bien suivre tout ce que je fais. Ce qui se passe, c'est que Cloud Code fonctionne dans un projet, d'accord? Donc c'est un dossier hein, qui est disponible en local. Donc typiquement, moi j'en ai déjà créé un. Et j'ai un dossier qui s'appelle Excalibro, d'accord? Et dans lequel j'ai en fait déjà importé la base de code d'Excalibro. Donc ça, je vous présente pas comment j'ai fait. En fait, c'est pas que c'est complexe, hein, parce que c'est en fait hyper simple. Il suffit juste de prompter en disant importe-moi la base de code d'Excalibro, Mhm. en fournissant le lien de la base de code qui est disponible, je le rappelle, de manière publique, puisque c'est un outil open source, d'accord? Et dès que j'ai fait ça, en fait, j'ai accès en fait à la base de code en local. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans le cadre du schéma, directement sur mon ordinateur ici.
Juste, il y a Angeline qui demande si on pouvait voir comment la code base est branchée et un exemple d'interaction avec Claude. On va venir à l'interaction avec Claude. Par contre, comment la code base est branchée et comment on a copié la code base vers l'ordinateur en local, on va pas le montrer ici parce que ça prendra un petit peu trop de temps. Mais il y a plein de tutoriels et on partagera des ressources après pour expliquer comment ça marche. Exactement. Première interaction, tout simplement, décris-moi en quoi consiste cette application. Et donc là, en fait, il a accès, le modèle, à tous les fichiers. Donc, il se prend quand même un énorme contexte. Donc, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à répondre et à processer. Voilà, donc du coup, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez dans Cloud Desktop accès à tous les fichiers qui sont les mêmes fichiers, du coup, qui sont disponibles ici dans le cloud. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il me répond, il me dit, voici ce qu'est ce projet. Excalibro est un outil de dessin collaboratif open source. Et là, vous voyez que il me répond, bon, la librairie principale, des packages, des machins. En fait, moi, je suis PM en fait, donc ça, c'est un peu du chinois. Décris-moi cette fonctionnalité, cette application, sachant que je suis product manager. Donc là, ça, c'est un conseil que je peux vous donner vraiment, d'informer Claude Code tout simplement sur votre niveau de technicité. Euh, Parce que non seulement il va pouvoir adapter ses réponses, mais en plus de ça, il va le garder en mémoire pour toutes les interactions que vous aurez dans le futur. Et donc là, vous voyez que il parle de proposition de valeur, il parle de monétisation, d'utilisateurs cibles, etc. Donc vous voyez qu'il s'adapte en fait au persona. Euh, prochaine, enfin, un intérêt aussi d'utiliser Cloud Code, enfin une fonctionnalité hyper importante, c'est tout simplement de pouvoir lancer plusieurs sessions. Donc là, ce que je viens de faire, je viens de lancer une première session, d'accord? Mais en fait, je peux lancer plein de sessions en parallèle. Et d'ailleurs, lorsque vous manipulerez l'outil, vous serez toujours amené à avoir plusieurs sessions en parallèle parce que vous travaillerez sur plusieurs choses à la fois. Et typiquement, moi, ce que je voudrais faire, c'est que là, je voudrais qu'il me lance en local le serveur, quoi, qui va permettre de pouvoir faire tourner le fameux code que j'ai importé, quoi. Hmm. Je vais juste en profiter pour changer l'effort et je reviendrai sur cette notion-là un petit peu plus tard parce que je veux gagner du temps. Je vais juste lui dire, Fred, lance-moi le serveur en local, voilà, tout simplement. Donc là, en fait, tu vas faire tourner ce service Escalibro, mais au lieu qu'il soit sur un serveur distant dans le cloud, il va tourner sur ta machine en local. Et il n'y a que toi qui va avoir finalement cette version d'Escalibro. Exactement, et tu as dit un point très important. Il n'y a que moi qui n'aura accès, qui aura accès à cette URL. Et c'est ce qui du coup va nous amener, et j'en parlerai un petit peu plus tard, à utiliser un outil comme Lovable. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le serveur en local qui s'est lancé. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est propre à Cloud Code Desktop. C'est un navigateur qui est imbriqué dans Cloud Desktop, d'accord? Et qui permet d'ouvrir n'importe quelle URL. Donc là, typiquement, cette URL-là, je peux l'ouvrir dans une autre page. Donc typiquement, je peux l'ouvrir ici. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, je bénéficie de toutes les fonctionnalités en fait de Excalibro de la même manière que je pouvais utiliser ces fonctionnalités-là depuis l'app dans le cloud, quoi. Petit point que je voulais mentionner aussi, voilà, le setup en local, encore une fois, c'est à votre équipe tech de vous mettre à disposition les bons outils. Parfois, certaines équipes mettent à disposition aussi l'accès à un back-end et y compris à une base de données. Ce qui permet d'aller beaucoup plus loin puisque ça va vous permettre aussi de pouvoir tester des fonctionnalités qui vont permettre de valider la persistance en ce base de données, enfin en tout cas des features beaucoup plus complexes. Là, en l'occurrence, dans le cadre des Excalibro, ils nous mettent uniquement à disposition la partie, on va dire, front-end, donc c'est le Canva que vous voyez ici. Mais typiquement, on peut pas créer de compte, on peut pas en fait, toutes les tâches pour lesquelles il y a de la donnée qui va être sauvée en base quelque part, ces fonctionnalités-là, on n'y a pas accès. C'est assez normal et c'est assez commun parce qu'en fait, imaginez si vous deviez chacun importer toute la base de code, une base de données en local, ça prendrait vraiment beaucoup de temps, beaucoup de et beaucoup de GPU sur votre machine, quoi. Ouais, dans la vraie vie, en fait, quand tu vas utiliser ta propre app comme ça que les devs te fournissent, il y a déjà des utilisateurs, des comptes qui sont créés, tu pars pas de zéro. Et ça te permet quand même d'avoir un truc qui ressemble vachement plus à ta vraie prod, quoi.
Il y avait une Yes, question, je me permets de prendre, compris. on y est. Est-ce que le choix du modèle a une importance pour ce genre de demande où on envoie comme ça tous les données? Tu recommandes quoi? Sonnet 5 marche bien pour balancer comme ça tout le contexte? C'est une question de Tino sur Alors, le chat. quand tu dis balancer tout le contexte, enfin, tout contexte, quel type de tâche exactement? C'est Bah, pour tu vois, là, importer. tu l'as demandé de décrire tu l'as demandé de Ah, décrire ok. la code base. Est-ce que Sonnet, c'est le bon modèle pour cette tâche-là? Ouais, en vrai, pour ce genre de tâche-là, moi, je vous conseille pas de consommer des tokens Fable, honnêtement. Par contre, ce qui peut aussi influer, c'est le niveau d'effort. Donc là, j'en ai pas parlé ici, mais en fait, selon le niveau de complexité de la tâche, vous pouvez configurer un effort plus ou moins important. Et en fait, comme son nom l'indique, plus la tâche est complexe, plus en fait, on vous invite à utiliser un effort important. Ce qui, en revanche, veut aussi dire que bah, le modèle va consommer plus de tokens Plus cher. et la réponse va être plus lente. Mais pour ce genre de tâches-là, franchement, Sonnet, même Opus 4.8, en fait, avec un effort médium, j'ai envie de dire, fonctionnera largement. C'est pas une tâche finalement, tu as besoin de beaucoup réfléchir, tu pas besoin de créer, c'est juste tu vas tout récupérer, analyser. C'est un travail d'analyse plus que de création, donc dans ce cas-là, Ouais, effectivement, rien de trop raisonné, exactement. quoi. Exactement. Et dernière tâche, avant de passer à la partie lovable, ben en fait, on va faire du code, quoi. Euh, et, euh, et en fait, on va réaliser une tâche très simple. On va changer la couleur du bouton, la chair que vous voyez en haut à droite. Donc typiquement, ce qu'on va lui dire, c'est modifie la couleur du bouton Share en vert. Ce que je vous conseille de faire, surtout pour les tâches front-end où il faut être assez précis sur ce dont on parle, c'est de prendre des captures d'écran que vous pouvez copier dans votre presse-papier et ensuite coller directement dans la session. Donc là, c'est un mauvais prompt, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un mauvais prompt parce que le vert, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Le bouton cherche pour être, à la rigueur, le bouton cherche, ça va parce que je mets un screenshot, mais c'est un mauvais prompt, donc c'est un mauvais exemple, d'accord? Mais c'est plus pour vous montrer comment ça fonctionne derrière. Donc bien sûr, par défaut, il va réfléchir à il va mettre par défaut une couleur qui lui semble être la bonne. Donc potentiellement, il va chercher du vert dans le design system qui figure, ou en tout cas dans les composants front-end qui figurent dans la code base. À voir. Aussi, autre point, j'en profite. Euh, donc là, il me dit, alors j'y reviendrai après, il me dit, voulez-vous que je démarre un serveur sur un autre port? Je lui dis non, euh, pas la peine. Euh, fais-moi la modif sur le port actuel et ne fais pas la QA. Alors, pourquoi je vous dis ne fais pas la QA? Ça, c'est un truc qui m'énerve avec Cloud Code. C'est que, en fait, par défaut, il va vouloir faire une QA sur des features front-end. Et en fait, la QA pour des features front-end, c'est quoi? C'est concrètement prendre le contrôle du browser et vérifier que le bouton Share a bien la couleur verte. En réalité, nous, on va juste faire la QA tout seul. On verra très bien si la couleur est la bonne et ça sera suffisant. Donc ça peut être aussi le type d'instruction que vous pouvez fournir en plus du fait que vous êtes PM, c'est de dire bah pour les features front-end, franchement, je saurais faire la QA moi-même. Et là, comme vous pouvez le voir, du coup, on a du coup réalisé notre première fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a changé la Bravo. couleur du bouton ici. Donc, bah voilà pour, on va dire, une première introduction à Cloud Code. Donc là, ce qui est assez fou, hein, c'est que on se dit, bah en fait, ouais, maintenant je peux en fait créer mes protos, quoi. Parce que si je suis capable de faire un bouton, enfin de changer la couleur d'un bouton, ça veut dire que je suis capable de changer le code, et donc du coup, ça veut dire que je suis potentiellement capable d'aller beaucoup plus loin. Et Sauf Marina a une question, Marina a une transition parfaite. Elle demande quand est-ce qu'on fait le lien avec Lovable si on peut tout modifier à partir de Cloud Code. bah c'est justement, j'y arrive, c'est tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est parfait. Là, comme vous pouvez le voir, bah cette fonctionnalité-là, si je devais la montrer, bah je pourrais pas parce qu'en fait cette URL est uniquement accessible par moi. Et en fait, l'intérêt de utiliser Lovable, alors il y a il y a des moyens techniques, mais qui sont plutôt l'apanage des devs pour pouvoir déployer en fait du code en local sur un URL généré à la volée. Typiquement, certains d'entre vous connaissent peut-être ngrok. Mais nous, pour rappel, on veut être autonome, quoi. Donc du coup, fonctionnons avec les outils qu'on a à notre disposition
et on ira au plus vite. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire en sorte que nos prototypes là qu'on va générer ici, bah, en fait, on va les pousser dans Lovable. Alors, comment on va faire ça? Et ben en fait, on va faire ça en utilisant la notion de MCP. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la notion de MCP. Donc, MCP, c'est un modèle d'échange de données qui a été introduit par Anthropic, du coup, à l'origine des modèles Claude. Ça veut dire modèle contexte protocole. Il y a plusieurs manières de le définir. Moi, je dis que c'est les API pour les LLM, d'accord? Donc, de la même manière que votre app, elle se connecte à différents outils tiers via des API, bah, les LLM, donc comme les modèles Claude, les modèles d'OpenAI, etc., bah, eux, ils se connectent à des outils tiers via un autre protocole qui s'appelle le MCP. Certains voient ça comme, par exemple, une prise USB pour Claude pour lui permettre de se connecter à différents outils tiers. Bref, dans tous les cas, l'idée, c'est de permettre à Claude Code d'interagir avec ces outils tiers sans avoir à passer par les API. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Claude Code a par défaut des connecteurs disponibles dans l'application et je vais vous montrer comment y accéder. Donc typiquement, je retourne sur Cloud Code. Donc j'ai plusieurs manières de faire, mais typiquement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans taper la commande slash MCP. Et quand je tape slash MCP, j'ai accès au connecteur. Et là, j'ai accès au connecteur disponible par défaut. Et j'ai notamment accès à Lovable. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai Lovable ici, j'ai une description de ce qu'est Lovable, développé par Lovable, etc. J'ai accès au tool ici, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est pas la peine que je vous décrive cette notion-là pour le moment. Et du coup, je vais me connecter à Lovable. Donc là, qu'est-ce que je vais dire à Cloud Code? Je vais dire, bah, connecte-moi à Lovable. Donc du coup, ça fonctionne par OAuth, hein. Donc du coup, je demande Lovable me demande la permission de partager mon compte Lovable avec Claude. Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, il faut relancer Claude. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va relancer Claude. Donc, on va killer l'application et on va la relancer. C'est une tâche qui est un peu pénible à chaque fois, mais on est obligé. Voilà. Du coup, je vais juste lui demander très rapidement, est-ce que je suis bien connecté à Lovable? Ok. En attendant qu'il te réponde, j'ai une question posée par Lionel qui demande si ça coûte pas trop cher en token d'utiliser des MCP. Bah, en fait, ça va vraiment beaucoup dépendre des outils en fait auxquels tu te connectes. Hmm, Typiquement, ce qui va se passer avec Lovable, c'est qu'on va consommer des tokens à la fois dans Claude et à la fois aussi dans les tokens de Lovable. Par contre, ok. si tu te connectes à Figma, bah, en fait, tu vas consommer. Alors, Figma, c'est un bon exemple parce que Figma, pour le coup, tu vas consommer des tokens IA de Figma puisque maintenant Figma fait payer les features d'IA. Mais par exemple, si tu te connectes à Jira ou à Notion, par exemple, bah, en fait, tu vas consommer des tokens dans Claude, quoi. Mais par Hmm, contre, tu vas utiliser en fait l'API de Notion. Donc, du coup, le coût, il est en fait pris par en fait Notion, quoi, concrètement. ok. Alors, je vois qu'il s'est pas connecté. Alors, attends, on va revérifier. Est-ce que je suis bien connecté à Lovable? Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne, hein, c'est qu'à chaque fois que vous faites un setup avec un MCP, vérifiez bien que la connexion fonctionne bien, pardon. Alors, je vais y revenir parce que je pense que la connexion n'a pas fonctionné. Donc, normalement, c'est dans Customize aussi. Ah, ça a changé. Je crois que ça a changé. Hop, connected, lovable. Ok, donc il a l'air d'être connecté pourtant. Donc ça m'étonne un petit peu. Je vais juste lui relancer une nouvelle session. Je vais lui dire vérifie que je suis bien connecté par MCP à lovable. En fait, une session, c'est un peu un nouveau chat, quoi. Ouais, Se confie à la exactement. vie de Un nouveau ChatGPT. chat. Là, je reviens pas sur la notion de contexte, mais globalement, à chaque session, Hmm. son propre contexte. Donc, du coup, moi, je vous invite à utiliser différentes sessions selon les différentes fonctionnalités sur lesquelles vous travaillez. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il est bien connecté au MCP Lovable. Donc là, vous voyez que parfois, en fait, le fait de lui dire est-ce que je suis bien connecté à Lovable, c'est pas assez explicite, quoi. Donc, du coup, il faut lui dire bah, est-ce que je suis bien connecté par MCP, quoi. Donc là, je suis connecté, donc là, je suis content.
Et là, du coup, ce que je vais faire, bah, qu'est-ce que je vais faire en fait? C'est que, donc là, je vous rappelle l'objectif, c'est qu'on veut créer cette fameuse feature, d'accord? Le tableau là. Le tableau qu'on va rajouter au Canva. La première chose que je dois faire, c'est que je dois d'abord recréer Excalibro dans Lovable. Donc comment on fait pour recréer Excalibro dans Lovable? Bah, on va prompter Claude Code. Et pour ce faire, bah, j'ai un prompt que je vous partage juste après cette session, prêt à l'emploi et qui est optimisé pour vous permettre de créer en fait un prototype dans Lovable depuis Claude Code. Donc là, je vais le lancer. Ce que je vais faire de manière, je vais tricher un petit peu. Heureusement qu'on fait ce webinaire le 7 juillet. Je vais utiliser Fable parce que le résultat sera forcément meilleur. Je vais utiliser effort high, on va dire. Je vais lancer ce prompt et vous allez voir qu'en fait, à la suite de ce prompt, normalement, on va vous poser une première question, à savoir, bah, tout simplement, quelle est l'URL quoi que tu veux que je crée. Donc là, voilà, il me dit le prompt exige que je confirme la cible avant de lancer quoi que ce soit. Ok, donc là, il me dit, bah voilà, quel écran d'Excelidro veux-tu répliquer dans Lovable? Et là, il me fait plusieurs propositions et là, je vais lui dire éditeur principal. As-tu une URL de référence pour la vérification visuelle en phase 5? Alors là, comme je vous l'ai dit, j'aime pas quand il me fait faire de la QA dans le front-end, donc je lui dis ne réalise pas cette phase de QA, je ferai le check moi-même. Parce que ça fait perdre du temps, ça vous fait perdre du token, enfin bref, c'est vraiment pas ce dont vous avez envie, quoi. Et bah voilà, ça y est, il est parti. Donc là, concrètement, on va le laisser travailler. Qu'est-ce qu'il fait hein, concrètement pour expliquer? Donc là, Claude Code va dans un premier temps scanner la base de code de Excalibro. Donc concrètement, ce qui permet d'afficher ça, quoi, concrètement, sur la page définie. Il va récupérer les éléments du design system, d'accord, pour être capable de récupérer la bonne couleur, etc., etc. Et ensuite, il va appeler par MCP Lovable pour créer un nouveau projet et ensuite rajouter en fait toutes les fonctionnalités du Canva disponible dans Cloud Code. Jules, pendant qu'il est en train de créer, il y a des petites questions qui sont arrivées là-dessus. Guillaume demande pourquoi tu n'utilises pas Figma Make. Et j'ai vu aussi une question sur pourquoi ne pas utiliser Cloud Design passé. Donc, est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer ce choix d'architecture? Alors, Figma Make, ça marcherait aussi bien. D'ailleurs, je crois que effectivement, il y a un serveur MCP Figma. Je sais qu'il y en a un qui existe, je l'utilise moi-même, mais je crois qu'il permet aussi de créer des prototypes dans Figma Make. Donc ça, pour le coup, ce que vous voyez ici, vous pourrez très bien le répliquer dans Figma Make. Première réponse. Deuxième réponse, pourquoi je ne le fais pas dans Cloud Design? Parce que Cloud Design, pour le moment, mais je pense que ça arrivera un jour ou l'autre, ne permet pas de directement prompter depuis Cloud Code la création d'un prompt dans Cloud Design. Vous pouvez, il y a une commande qui s'appelle slash sync-design, je crois, qui permet de synchroniser le design system de votre application en local vers Cloud Design, de manière à ce que vous puissiez créer ensuite des prototypes et des applications sur la base de ce design system. En revanche, la connexion vraiment native Cloud Code, Cloud Design n'est pas encore disponible. Hmm. Euh, L'autre intérêt aussi, c'est que je trouve que l'interface Lovable est vraiment pas mal parce que vous allez le voir en fait, une fois qu'on a créé la première version de notre fonctionnalité, en fait, on va itérer dessus, mais directement depuis Lovable. Ouais, ok. Euh, Antoine nous demandait tout à l'heure aussi qu'est-ce que tu recommanderais pour faire de la collaboration à plusieurs, si on veut faire du web coding en même temps. Qu'est-ce que tu peux faire? Il parle de Cloud Web, mais qui n'a pas toutes les features de Cloud Desktop. Est-ce que tu as des recos pour ça? Ben, tu vois, typiquement, pour moi, Lovable peut répondre aussi à ce besoin, quoi, parce que tu peux Ok. être plusieurs sur un projet. Euh, Juste pour préciser, Fred, je pense qu'on va pouvoir prendre aussi d'autres questions, mais ce qui va se passer, c'est que cette tâche, elle va être trop longue, en fait, même si c'est Fable et tout. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé, en fait, le prototype dans Lovable avant cette émission. Donc, je vais vous présenter bah, ce qu'on peut obtenir, quoi, directement dans Lovable. Donc, Combien de typiquement, temps ça a tourné du coup pour la créer? Quand tu as fait alors, le quand je test? l'avais fait tourner, c'était à peu près 10-15 minutes et il y avait eu Ok. besoin de faire quelques itérations, en Ouais, revanche. ok. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire, vous avez besoin de le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire que là, typiquement, j'ai mon compte Lovable, là, que vous voyez, et j'ai un projet que j'ai appelé Do Not Delete Master Project, qui est ce fameux projet.
qui va être ma source de vérité pour cette fameuse version d'Excalibro, mais Mhm. disponible uniquement depuis Lovable. Et là, comme vous pouvez le voir, enfin, alors, je vous demande de me croire, hein, parce que, mais j'y ai passé, vraiment, je pense, que j'ai mis 4-5 prompts avec Fable, vraiment. 4-5 prompts, pas plus. Et j'ai quand même quelque chose qui ressemble vraiment trait pour trait à ce que vous avez en fait enfin, directement depuis l'application. Alors par contre, je Ouais. crois qu'il y a quelques trucs qui fonctionnent pas. Le tirer, je crois que les points ne fonctionnent pas. Voilà, les points. Ah si, ils fonctionnent aussi. Bon, voilà, enfin, il y a plus que ce que je pensais. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que là, vous avez quand même un réplica qui est quand même assez fidèle. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en équipe, vous créez ce master project. Alors, vous le mettez à jour au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités que vous allez rajouter avec Scalidro en prod. Mais par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de dupliquer ce projet. Et ensuite, la fonctionnalité que vous voulez créer, enfin, le prototype que vous voulez créer, vous le créez sur ce nouveau projet qui va devenir un peu votre petite startup sur laquelle vous allez pouvoir itérer, tester avec des utilisateurs, jusqu'à obtenir une version finale que vous pourrez ensuite transmettre aux devs. Donc, je vous présente Ok. comment faire les choses et après, Fred, je répondrai à des questions. Typiquement, pour cloner le projet, vous pouvez faire remix this project. Je trouve que c'est pas un bon terme, mais bon, bref, peu importe. Prototype, on va l'appeler prototype tableau. Je remix le projet. Et ensuite, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, je vais commencer à créer mon prompt. Et donc, je vais lui dire, du coup, je sais pas où je vais le mettre, je vais le mettre là potentiellement. Je vais lui dire, euh, ajoute-moi à l'application suivante dans Lovable une fonctionnalité qui permet de rajouter un tableau au Canva Excalibro, tout comme dans FigJam. Donc là, qu'est-ce que je fais? En fait, maintenant, je vais aller dans FigJam et je vais récupérer un petit screenshot. Comme ça donnera un peu plus de contexte. Donc là, typiquement, je vais prendre un screenshot avec les boutons là pour ajouter des colonnes et des lignes, euh, Mhm. enfin, voilà, pour avoir plus de contexte. Et en plus de ça, je vais même lui donner encore plus de contexte. Je vais lui dire, voici les feedbacks des utilisateurs qui requièrent, qui veulent, enfin, qui demandent la fonctionnalité. Et donc là, je vais envoyer le lien de l'issue qui m'a été remonté dans mon Slack. Alors, je vais passer en mode low parce que je vois que l'heure tourne et il faut qu'on aille assez vite. Tiens, on va se mettre sur Fable. Je vais lui demander, par contre, j'ai pas précisé, l'application suivante dans Lovable, c'est celle que je viens de dupliquer. D'accord? Donc, elle est où? Elle est ici. Et on va le faire travailler. Et en attendant, on peut peut-être prendre des questions. C'est encore en cours de réalisation sur l'autre tâche que j'avais faite. Alors, j'ai une petite question qui vient d'arriver. Il y a Hugo qui demande quelle est la plus-value de Lovable ici? Pourquoi répliquer le projet dans Lovable? Si c'est juste pour avoir une URL publique, pourquoi ne pas déployer Excalibur sur Vercel, Railway, autre en un clic? Ça pourrait fonctionner. C'est juste la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que dans le cadre des process de ta boîte, est-ce que tu as des techs qui seraient à ta disposition pour mettre en place cette configuration-là, tu vois? C'est sûrement le cas, tu vois. Je pense que quand j'étais par exemple chez Lifetorm, c'était clairement un setup complètement envisageable, mais mais c'est pas forcément le cas pour tout type de boîte, tu vois. Tu as une boîte un peu plus grosse avec ou même des boîtes par exemple, qui requièrent peut-être qui ont des enjeux ou des restrictions côté tech plus importantes, ça sera pas forcément possible de pouvoir faire appel à un Vercel, première chose. Et puis, mine de rien, quand même, Lovable, Lobel te propose aussi la possibilité, tu vois, d'itérer en live quand même depuis un éditeur sans avoir à repasser par tout le flow de je crée une branche, je repush, etc., etc. Là, tu as vraiment un éditeur qui est assez simple d'utilisation, collaboratif, sur lequel vous pouvez bosser à plusieurs pour pouvoir modifier en live les fonctionnalités. L'idée, c'est vraiment de te dire, mon proto, il est dispo là. Et en fait, maintenant, je me mets dans une room avec une personne, cinq personnes parmi mes clients. Et en fait, on itère ensemble, quoi. Donc voilà, donc en résumé, tout à fait envisageable, clairement.
En revanche, dans les boîtes pour lesquelles il y a un peu des garde-fous techniques pour utiliser ce genre d'outil-là, en fait, un Lovable qui est accessible directement, plus facilement en tout cas, peut tout à fait répondre à ton besoin. India demandait est-ce que des pratiques sont mises en place pour optimiser les tokens? Euh, alors, j'ai pas entendu, pardon, le tout début de la question, Est-ce excuse-moi. que des pratiques sont mises en place pour optimiser des tokens? Alors, ouais, donc du coup, alors ça, c'est vraiment un sujet en fait finalement à part entière, quoi, concrètement. Euh, Ça nécessite justement de la formation, du training. Ça fait partie notamment des sujets que moi j'adresse dans le cadre de mes cours. Euh, pour moi, l'optimisation des tokens, elle passe beaucoup par l'optimisation de ce qu'on appelle la fenêtre de contexte de chacune des sessions Claude. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez réaliser des tâches sur Claude Code, vous avez du contexte qui va se remplir au niveau de la session. Ce contexte, c'est quoi? C'est l'historique des tâches que vous avez faites. Donc du coup, ça va permettre à l'IA, au LLM de réaliser des tâches euh, enfin, avec le bon contexte, quoi, concrètement. Mais en fait, plus vous fournissez du contexte, plus il va halluciner et plus il va consommer des tokens. Donc, du coup, il y a tout un enjeu d'optimiser la fenêtre de contexte, donc en fournir suffisamment, mais le reset régulièrement pour justement pas consommer trop de tokens. Et il y a notamment aussi la notion de subagent que je traite dans le cadre de mon cours à la Cloud Code pour les PM, où en gros, vous allez pouvoir sous-traiter des tâches très précises à des agents qui sont définis par des instructions très spécifiques. Et en fait, ces sub-agents, ils ont comme particularité qu'ils fonctionnent dans leur propre fenêtre de contexte, ce qui veut dire qu'ils vont pas rajouter du contexte dans la session actuelle sur laquelle en fait on est en train de travailler. Donc voilà, ça fait partie des bonnes pratiques à mettre en place, mais c'est vraiment un sujet en fait à part entière qui est applicable à n'importe quelle des tâches, pas seulement cette tâche-là, quoi. Ouais, parce qu'on ne le voit pas, mais en fait, là, à chaque fois qu'on entre le bouton Entrée dans Cloud Code, on renvoie toutes les conversations précédentes, tout le contexte précédent. Et en fait, là, à chaque fois, ça s'accumule jusqu'à prendre des contextes qui deviennent monstrueux, quoi. Exactement. Donc là, vous voyez qu'il est en train de fonctionner. Donc là, sur l'autre tâche, on peut voir que donc en fait, là, par défaut, il a quand même créé des agents. Donc il sous-traite à des sous-agents. Donc il y a quand même aussi un système par défaut fourni par Cloud Code qui sous-traite des tâches à des agents. Et là, vous voyez que pour ce qui... Donc là, on est sur la tâche, hein, la première tâche que je vous ai présentée. Donc vraiment créer de zéro le prototype Lovable. Et vous voyez que la phase 1, elle est terminée. Donc du coup, la partie design system complet. Donc là, il a été capable d'extraire les couleurs principales, quoi. Il a récupéré la police avec notamment la fonte propre à Excalibur qui s'appelle Excalifont, d'accord? Pour une fonte, une police propriétaire, quoi. Et là, il est en train de créer le projet Lovable. Donc là, il est en train de se connecter à Lovable pour créer le projet. Il y a une question assez technique de Louise sur le sujet. Elle dit, comment se passe la mise à jour du code sur Lovable? Est-ce que quand je fais des pulls sur mon local, je demande simplement à Claude Code de mettre à jour le master Lovable? Donc, pull, master, ça, c'est du vocabulaire GitHub. Mais je pense que c'est une question intéressante de voir comment un peu tout ça s'orchestre et quelle version du code est modifiée ou finalement dans ce setup. Ouais. Alors, du coup, ce qui se passe là, hein, concrètement, c'est que donc, si on prend l'exemple spécifique hein, du tableau, vous avez vu qu'on commence à avoir des choses là qui apparaissent. Euh, Il n'y a aucune modification du code en local, hein, sur l'application locale. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre intérêt d'ailleurs, c'est de fonctionner de manière aussi autonome. C'est-à-dire que les développeurs, de manière générale, ils vont pas forcément être contents si vous poussez sur Vercel, enfin pour reprendre la remarque précédente, du code parce que il va y avoir une review, etc. Là, l'avantage, c'est que vous fonctionnez de manière autonome parce qu'il n'y a aucune modification du code en local. C'est uniquement des modifications qui ont lieu sur la base de code, mais telle qu'elle a été générée dans Lovable, en fait, finalement. Première chose. Et deuxième chose, cependant, c'est que tu vas quand même pouvoir pouler, enfin tirer le code depuis Lovable. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que donc là, on se remet dans une configuration où on est avec des clients, on itère sur la fonctionnalité, etc. On arrive à une version finale qui est satisfaisante. L'idée, c'est quoi? C'est que en fait, on va pas envoyer juste, enfin, on peut le faire. Enfin, c'est déjà intéressant pour de la communication, mais on peut envoyer l'URL à nos devs et ensuite les laisser prendre le relais.
Mais en fait, on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser le serveur MCP de Lovable, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de fonctionner de Cloud Code vers Lovable, on va fonctionner de Lovable vers Cloud Code pour pouvoir importer en fait, le contenu, enfin l'application qui a été générée dans Lovable. Et ensuite, générer des specs, créer des tickets, faire peut-être une première analyse tech par rapport à ce que les endpoints d'API, par exemple, permettent de proposer, proposent à l'heure actuelle dans l'application. Donc, euh, donc voilà, donc il y a aussi cet enjeu de récupérer ce qui a été fait dans Lovable pour ensuite activer les prochaines étapes de réalisation de la fonctionnalité. Ok. Alors, donc, Est-ce qu'on a un résultat alors? ouais, on a un résultat d'ailleurs pour les deux. On va commencer par la fonctionnalité parce que c'est quand même ce pourquoi on était là. Preview de l'app. Donc là, vous pouvez voir qu'il me dit la fonctionnalité tableau est maintenant en place dans votre projet Lovable prototype tableau, ce qui a été implémenté, un bouton table dans la toolbar, etc., etc. Donc, allons-y. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, vous voyez ici que j'ai un nouveau bouton qui a été rajouté, qui ressemble à un tableau, étrangement. Et quand je le rajoute, vous voyez que j'ai maintenant un tableau qui se rajoute. Je vois que Fable a même mis en place la notion de nouvelle euh, colonne et de nouvelles lignes. On peut même rajouter du contenu dans chacune des tables. Donc voilà, est-ce que ça suit vraiment, est-ce que c'est vraiment la VF? Peut-être d'ailleurs. En tout cas, pour un prototype, peut-être que ça convient. Il y a peut-être quelques itérations supplémentaires qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal pour une première version. Et puis voilà, l'idée, c'est qu'encore une fois, je puisse interagir avec mon utilisateur. Et la dernière tâche qu'on avait réalisée, c'était celle de créer un projet de zéro. Donc là, il faut que je reprenne Claude directement. Et la dernière tâche qu'on avait réalisée, c'est celle-là. Donc vous voyez qu'ici, la réplique est construite et le build est terminé. Le screenshot montre déjà une fidélité très proche de l'original. Donc bon, il a visiblement confiance en lui. Donc on va valider s'il avait raison. En fait, on va l'ouvrir plutôt directement d'ici. Donc là, je vais sortir. En fait, je vais ouvrir une nouvelle page, pardon. On va essayer de garder ça un peu propre. Hop. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il s'appelle comment? Prototype tableau, c'était le premier qui était Ouais, alors avec le bouton ouais, vert. alors c'est pas celui-là parce que Ah non, celui-là, pardon, ouais, ça c'est celui avec le tableau. ouais, exactement. Il y a l'autre Il avec s'appelle Pixel Perfect Canva. Ah ouais, Perfect vraiment, Canva. il a vraiment confiance en lui. Alors pourquoi je le vois pas ici? C'est bizarre. Bon, je vais l'ouvrir directement. Qu'est-ce que vous voulez? Hop, tac. Et franchement, c'est pas mal. Honnêtement, Tu as c'est pas même gardé mal. le bouton share en vert comme tu Donc, l'avais dit au début. donc ouais, d'ailleurs, c'est marrant, bah oui, parce qu'en fait, il a suivi les consignes, quoi, concrètement, qui n'étaient pas les bonnes, mais enfin, parce que je lui ai pas dit que le bouton share ne devait pas avoir cette couleur. Donc, vous voyez que c'est moins bien que ce que je vous ai présenté, parce que vous voyez qu'en fait, ça suit pas exactement les formes telles qu'elles apparaissent dans Excalibro, mais c'est un bon premier jet. Et encore une fois, moi, je vous conseille de prendre le temps sur cette première version, d'avoir un PM dans l'équipe qui réalise cette tâche, et encore une fois, faire de ce projet le master et ensuite le dupliquer pour ensuite rajouter des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles vous allez pouvoir itérer directement depuis Lovable pour ensuite les valider et ensuite les récupérer dans votre code base pour ensuite enchaîner sur les prochaines étapes du cycle de développement d'une fonctionnalité. Donc, écoutez, c'était à peu près tout, hein. C'était ça. Avant qu'on conclue, j'ai une dernière question que je vais prendre. Après, je vais te laisser faire la Vas-y. conclusion. Marianne demandait qu'est-ce qui te fait dire sur un parcours donné qu'il faut prototyper plutôt que de rester en wireframe spec classique et à quel moment du delivery tu l'insères avant les specs en remplacement des maquettes pour valider avec un client user avant dev. Moi, j'ai envie de dire que maintenant, autant j'ai envie de dire dans le monde d'avant, ça avait du sens de fonctionner avec des wireframes parce que c'était le meilleur ROI en termes Hmm. de fiabilité, de fidélité, pardon, de l'application versus temps passé pour créer cette application. Alors peut-être que si vous aviez un très bon designer chez vous, une maquette Figma pouvait être fait en autant de temps. Mais maintenant, en vrai, le meilleur ROI, c'est de créer un prototype qui suit en fait le design system de votre application. Ça prend moins de temps, donc du coup déjà le dénominateur il diminue et par contre ça vous prend et c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus fidèle
parce que bah en fait l'IA permet de faire des trucs qui se basent sur un contexte encore plus complet quoi. Donc moi, franchement, je vous invite à faire des choses qui sont très fidèles. Ça rendra vos expériences utilisateurs d'autant meilleures et avec et qui vont maximiser vos chances de récupérer du bon feedback quoi. Il y avait une autre Et question dans Diane en follow-up demande si tu prends en compte le coût des modèles dans ton ROI. euh, bah ouais ouais en fait enfin le ROI enfin, même avec le coût des modèles, le ROI, il reste hyper intéressant sur du high fidelity avec de l'IA. Parce qu'en fait, bon là, je vous ai présenté Fable, c'est particulièrement impressionnant, honnêtement. Mais en fait, avec Opus 4.8 ou même Sonnet 5, franchement, vous pouvez faire des trucs quand même beaucoup plus fidèles et que ce que vous pourriez faire avant en une demi-journée de maquettage, quoi. Donc oui, il y a quand même ce côté aussi prix qui est pris en compte dans ma réponse, parce que même des modèles moins puissants permettent de faire un truc qui est en termes de ROI meilleur, quoi. Voilà. Et donc du coup, bah, pour conclure, c'est que là, vous avez vu que bah, le futur du métier de PM, c'est un PM qui a un pied dans chacune des fonctions. Alors, ça veut pas dire qu'il va remplacer les fonctions avec lesquelles il travaille, quoi. Mais ça veut surtout dire qu'il va pouvoir être autonome tout au long du cycle de fonctionnalité, enfin beaucoup plus autonome tout au long du cycle de fonctionnalité d'une fonctionnalité. Ce qui veut surtout dire, bah, en fait, plus d'impact pour sa boîte, puisque plus de projets sur lesquels vous allez pouvoir travailler en parallèle, avec aussi beaucoup plus de données, puisque là, on l'a pas vu, mais en fait, les MCP permettent de récupérer beaucoup plus de données, des transcripts. Je crois que c'est l'objet de certaines des autres sessions que vous avez cette semaine. Donc voilà, donc du coup, vous voyez comment en fait un outil comme Cloud Code peut être vraiment l'OS du futur métier de PM. Product Builder, appelez ça comme vous le souhaitez. Je sais pas, Kevin, si tu veux que je termine peut-être sur les cours ou... Ouais, je voulais te remercier déjà Fred de l'animation et Jules de cette belle démo. En effet, peut-être Jules, on peut parler de tes formations si jamais les personnes veulent aller plus loin et comment on peut pour te contacter. Voilà, quels sont Ouais. les sites pour toi? Donc déjà, bah, pour me contacter, LinkedIn essentiellement. Sinon, enfin, je vous ai partagé tout un tas de contacts dans le fichier de ressources que je vous ai présenté brièvement et que je vous partage avec plaisir juste après cette session. Donc j'ai effectivement deux cours en ce moment. Donc le premier, c'est un cours qui s'intitule Développer votre side project. Donc c'est un cours en anglais qui est limité à 10 personnes. Et là, pour le coup, c'est un petit peu particulier. Donc c'est 8 sessions live qui sont réparties sur 8 semaines. Avec une cohorte qui commence le 7 septembre. Le 7 septembre, c'est sur Maven. Et le concept, c'est quoi, hein? C'est vous venez avec une idée de SaaS, exclusivement. Et bah, je vous accompagne sur toutes les étapes par lesquelles passer pour faire de cette application, bah, une application, faire de cette idée, pardon, une application qui est prête pour la production et qui peut constituer votre side project qui vous permet de générer du revenu sur le côté. Et sinon, j'ai mon cours, bah, du coup, Cloud Code pour les PM en collaboration avec AI Discipline. Et là, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est de vous présenter tout, bah, d'aller plus loin dans les fonctionnalités de Cloud Code et surtout aussi de vous présenter la notion agentique qu'on n'a pas du tout vue aujourd'hui pour, voilà, encore une fois, faire de Cloud Code cette assistance, ce bras qui va vous permettre de pouvoir devenir le product builder de demain. Et dans ce cadre-là, j'ai un code promo de moins 10%, pareil, qui sera disponible dans le document de ressources. Voilà pour ça. C'était à peu près tout de mon côté. Trop bien. Merci beaucoup. On arrive pile poil au niveau du timing. On avait dit jusqu'à 13h30 pour celles et ceux qui ont des réunions qui s'enchaînent après. Petit mot pour la suite de la semaine. Donc, tu as vu, il y a tous les petits claps là pour Jules. Merci pour lui. Merci beaucoup. Demain, on va analyser les feedbacks avec Romain, qui est Product Ops en freelance pour enrichir sa discovery. Pareil, même dimension avec beaucoup de démos. Il y aura même Fred aussi qui sera de nouveau là. Donc, ça sera vraiment, je vous invite à venir. Jeudi, on va orchestrer des agents Claude et Dust pour automatiser. Donc, à partir d'une discovery et aller jusqu'à la production de tickets, tout un workflow. Donc, ça, c'est avec Marion. Très chouette également. Et enfin, on finit la semaine vendredi avec Julie qui va poser les bases de son personnel OS. En tout cas, qui va partager, elle, son personnel OS, notamment son chief of staff. Voilà le planning de la semaine. Merci encore à Convertéo.
petite mot de la fin. Alors, on me pose la question du replay. Oui, il y aura un replay, mais il sera dans les prochaines semaines, donc pas tout de suite après. Et dernier petit mot, s'il vous plaît, merci pour ceux qui l'ont fait hier, de répondre au petit questionnaire à la fin. On vous demande si vous avez apprécié, si ça avait été utile, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ça, franchement, c'est très très utile. On a eu beaucoup beaucoup de réponses hier. Merci beaucoup, franchement, on a pu améliorer quelques petites choses grâce à ça. Et après, on le partagera également à Jules. Donc voilà, merci pour tout. On se voit demain. Bon appétit et à très bientôt. Merci pour tout. Merci Merci à beaucoup. vous, à bientôt. Bonne journée.